Ibrahim Traoré a fait face à un tournant décisif, où une simple décision de ne pas agir résonnait tout autant que l'action elle-même. Ce n'était pas une confrontation violente, mais une éducation invisible, glissée dans chaque recoin des décisions administratives qui se prennent à bas bruit. Comment une dépendance si discrète au départ peut-elle finalement paralyser un pays tout entier ? Ibrahim Traoré a vu avec une clarté glaçante ce piège qui se refermait lentement sur l'indépendance, et ce n'était que le commencement. Les enjeux sont clairs. Ibrahim Traoré s'attaque à un défi de taille où chaque mouvement, chaque décision peut changer la trajectoire du Burkina Faso. En acceptant de questionner les structures de pouvoir qui maintiennent cette dépendance subtile, il prend un risque calculé. Mais, au fond, ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est un combat pour l'indépendance, pour redéfinir la place du pays dans le monde. L'enjeu, au-delà des chiffres et des accords, est de savoir si un pays peut encore choisir son destin sans que l'influence extérieure ne dicte chaque pas. C'est ce que Ibrahim Traoré a compris. Pour se libérer, il faut parfois se tenir debout, même si cela dérange, même si cela perturbe les habitudes. C'est là que réside la promesse. Un futur où l'indépendance, bien que fragile, peut être reconstruite, mais à quel prix ? C'est la question qui doit être posée et elle dépasse le seul cadre politique. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que des décisions diplomatiques. C'est la souveraineté d'un pays qui se retrouve à un carrefour. Ibrahim Traoré n'a pas seulement observé la situation, il l'a décryptée. Au début, ce qui semblait être un simple retard administratif ou un malentendu diplomatique s'est révélé être bien plus. Derrière chaque retard, chaque clause floue se cachait une logique bien rodée, un système qui, à force d'être répété, devient invisible. C'est à ce moment précis que la situation a pris un tournant décisif. Ce qui n'était qu'une série de petites décisions sans conséquences apparentes a commencé à construire une dépendance systématique où chaque retard, chaque attente devenait un mécanisme de contrôle. La dépendance n'est pas imposée par la force, mais par des processus invisibles qui s'installent lentement, faisant de l'attente une norme, de la soumission une habitude. Les premiers signes étaient subtils, mais quand les conséquences sont devenues visibles, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Les flux commerciaux se sont ralentis, les décisions nationales se sont ajustées, et un nouveau cadre s'est imposé, celui de l'indépendance menacée par l'extérieur. Ce n'est pas un blocus, pas un embargo, mais une pression fluide qui s'installe progressivement, telle une brume envahissante, rendant chaque action plus compliquée, chaque décision plus dépendante des acteurs extérieurs. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré a vu la vérité. Un pays qui accepte trop souvent d'attendre sans réagir finit par perdre sa capacité à agir librement. Dans cette situation complexe, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un guide lucide, prêt à déchiffrer les signaux faibles que d'autres n'avaient pas remarqués. Alors que le monde semblait sourd aux subtilités de la situation, il a pris le temps de décoder chaque indice. Un retard logistique, une simple note d'agence, un commentaire d'un diplomate. Ces gestes discrets étaient bien plus qu'un simple manque de coordination. Ils étaient les signes d'un processus plus vaste et plus insidieux. Le premier cas qui l'a marqué fut celui du retard d'un cargo de carburant, un simple incident qui aurait pu être ignoré. Mais Ibrahim Traoré, avec son esprit acéré, a compris que ce retard était la manifestation d'un phénomène bien plus large, celui de la dépendance silencieuse. Ce n'était pas un cas isolé, mais le début d'une série d'événements qui allait progressivement redéfinir la capacité du Burkina Faso à fonctionner sans l'approbation d'acteurs extérieurs. La question qui se posait alors n'était pas celle de la rupture immédiate, mais celle de l'autonomie future. Que se passait-il lorsque des décisions, pourtant internes, étaient systématiquement influencées, voire dictées par des forces extérieures ? Cette réflexion a marqué un tournant dans la manière dont Ibrahim Traoré allait aborder les négociations et les stratégies futures. Il savait qu'il devait agir pour préserver non seulement la souveraineté du pays, mais aussi sa capacité à choisir son propre avenir. Les événements se sont enchaînés à une vitesse surprenante, chacun jouant un rôle crucial dans l'évolution de la situation. Tout a commencé avec un retard apparemment insignifiant, un cargo de carburant bloqué. Ce retard, initialement perçu comme un simple malentendu, a rapidement pris une ampleur inattendue. Le système, fluide,
et discret, a commencé à ajuster ses mécanismes. Le Burkina Faso, habituellement autonome dans ses décisions, a commencé à ressentir les effets de ce retard, non seulement dans le secteur logistique, mais aussi dans d'autres domaines stratégiques. Les assureurs, par exemple, ont augmenté leurs primes. Une petite hausse qui semblait sans conséquence, mais qui a mis en lumière une pression invisible qui commençait à s'intensifier. Les petits commerçants, à leur tour, ont observé des ruptures de stock, un signe évident que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir exactement quoi. Le gouvernement, pris dans une spirale d'attente et de décisions retardées, n'a pas pu réagir à temps. Ce qui semblait être un simple problème logistique est devenu un piège plus profond. Le véritable point tournant s'est produit lorsque le Burkina Faso a tenté d'agir indépendamment, sans l'accord explicite de ses partenaires internationaux. C'est à ce moment-là que la pression a commencé à se faire sentir plus fortement. Une compagnie maritime, par exemple, a modifié ses priorités, réduisant les livraisons au Burkina Faso en raison de la précaution prise face à l'instabilité croissante de la situation. Le pays, une fois vu comme un acteur stable dans la région, a commencé à se voir redéfini par ses partenaires extérieurs. L'intensification de la pression n'a pas été due à un changement immédiat, mais à un enchaînement d'événements qui ont lentement mais sûrement fait basculer le pays dans une dépendance subtile mais totale. Les conséquences ont commencé à se matérialiser dans les rapports économiques et financiers. Les indices de croissance, jadis constants, ont commencé à fléchir. L'augmentation des primes d'assurance et des coûts logistiques a plongé certains secteurs dans une crise de rentabilité. Cependant, ce n'était pas un effondrement instantané. Non, ce qui était plus inquiétant, c'était la lenteur du processus. C'était cette dépendance fluide qui petit à petit s'infiltrait dans le quotidien des Burkinabés, les rendant plus vulnérables à chaque nouvelle vague de retard et d'ajustement. Les entreprises locales ont dû revoir leur chaîne d'approvisionnement et même les institutions financières ont dû adapter leur stratégie face à une réalité économique de plus en plus complexe. La question qui se posait alors n'était pas de savoir si le pays allait s'effondrer, mais de savoir si l'indépendance, une fois perdue, pouvait être reconquise. Les données quantitatives jouent un rôle crucial dans la compréhension de la situation du Burkina Faso. En analysant de près les chiffres, on peut observer une évolution qui n'est pas immédiatement perceptible à l'œil nu, mais qui, au fil du temps, révèle une tendance inquiétante. Prenons par exemple le délai de traitement des transferts interbancaires transfrontaliers. Avant que les retards logistiques ne commencent à s'accumuler, le délai moyen était de 2,4 jours. Ce chiffre, qui semblait relativement stable, a doublé en seulement 3 semaines, atteignant 4,7 jours. Ce changement, bien qu'apparemment mineur, a eu un impact direct sur les entreprises locales, ralentissant leur capacité à fonctionner efficacement. Un autre chiffre frappant est l'augmentation des primes d'assurance. Avant l'apparition des premières frictions diplomatiques, le taux d'assurance appliqué aux importations maritimes était de 1,8%. Cependant, après que les premières mentions d'instabilité aient été publiées dans les rapports diplomatiques, le taux a grimpé à 3,2%, soit une augmentation significative sans raison physique apparente. Ce chiffre est emblématique de la manière dont la perception internationale de la situation a modifié les coûts auxquels le pays était confronté. Un autre indicateur clé a été la part des fournisseurs critiques utilisant une seule route d'accès logistique. Avant les retards, cette part était de 49%. Mais 2 mois après le début des perturbations, ce chiffre avait augmenté de 12 points, atteignant 61%. Ce n'est pas seulement un signe de vulnérabilité accrue, mais aussi un indicateur de la concentration qui rend le pays plus susceptible à un éventuel blocage. L'augmentation de cette concentration a des conséquences sur la résilience économique du Burkina Faso, car elle rend chaque secteur plus dépendant de quelques routes logistiques et partenaires commerciaux. Le fait que ces changements se produisent de manière aussi discrète mais rapide montre l'efficacité du système qui transforme la dépendance en réflexe sans jamais avoir à utiliser la force. La combinaison de ces facteurs, les retards, l'augmentation des primes d'assurance et la concentration accrue des fournisseurs forment un ensemble de données qui ne doivent pas être ignorées. Ensemble, ils tracent une carte précise de l'évolution de la situation au Burkina Faso, marquée par une pression discrète mais efficace
qui modifie lentement mais sûrement les équilibres internes du pays. Ces chiffres illustrent l'étau qui se referme progressivement, un étau qui ne se manifeste pas par des mesures de force, mais par des ajustements subtils qui affaiblissent la capacité de réaction du pays. La véritable question qui se pose à Ibrahim Traoré et à ses conseillers est de savoir jusqu'où cette pression peut aller avant que le pays ne perde totalement son autonomie. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où deux visions opposées s'affrontent. D'un côté, certains soutiennent que la stratégie actuelle de dépendance, bien que difficile à accepter, est en réalité la seule option viable dans un monde de plus en plus globalisé. Ils affirment que l'autonomie complète est une illusion, et que le pays doit continuer à naviguer dans le système international tel qu'il est, en acceptant les compromis nécessaires. Cette vision repose sur la conviction que la stabilité internationale est la priorité, même si cela implique de faire des sacrifices internes. En d'autres termes, il est préférable d'accepter des conditions extérieures plutôt que de risquer un isolement total, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie et la société burkinabé. De l'autre côté, Ibrahim Traoré et ses alliés prônent une approche radicalement différente. Ils voient là-dedans la dépendance croissante comme une menace directe à la souveraineté nationale et à la dignité du peuple burkinabé. Leur position repose sur l'idée que le pays doit prendre des décisions indépendantes, même si cela implique des risques immédiats. Leur argument est simple mais puissant. La véritable indépendance ne se construit pas dans le confort de la dépendance, mais dans la capacité à prendre des décisions difficiles, même lorsque le prix à payer est élevé. Ils considèrent que la dépendance douce, qui semble inoffensive à court terme, est en réalité la plus dangereuse, car elle prive le pays de sa liberté à long terme. Dans cette optique, chaque concession, chaque retard accepté, chaque ajustement aux exigences externes est une victoire de la soumission sur l'autonomie. La contradiction entre ces deux visions est essentielle pour comprendre les dilemmes auxquels Ibrahim Traoré est confronté. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que le statu quo est une stratégie pragmatique, mais de l'autre, il y a ceux qui estiment qu'il est impératif de rompre avec ce cycle de soumission, et ce, même si cela implique de perturber l'ordre mondial actuel. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire et sa détermination, doit trouver un moyen de naviguer entre ces deux positions en équilibrant les risques et les bénéfices d'une telle transformation. Ce n'est pas une question de simple choix économique ou politique, mais de redéfinir l'identité du pays dans un contexte mondial de plus en plus complexe. Les événements ont atteint un point de non-retour. Ibrahim Traoré a compris qu'il ne pouvait plus se permettre d'attendre. Le moment de la rupture était proche, mais il ne voulait pas que ce soit une rupture violente. L'un des éléments clés qui a changé sa perception a été un simple constat. Chaque retard, chaque compromis accumulé jusqu'à présent n'avait fait que renforcer la dépendance du pays, le rendant vulnérable à chaque décision extérieure. Ce n'était pas une question de choisir entre les options disponibles, mais de choisir la seule option qui permettrait au Burkina Faso de maintenir sa dignité et son autonomie. Ce constat, aussi simple qu'il soit, a radicalement changé la trajectoire de la situation. Les conséquences de cette crise, qui a commencé par des retards administratifs, sont désormais visibles dans plusieurs secteurs du pays. Pour les groupes économiques les plus fragiles, les effets sont immédiats et dramatiques. Les petites entreprises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, se retrouvent confrontées à des ruptures de stock régulières, ce qui provoque des hausses de prix. Les commerçants burkinabés, qui étaient auparavant en mesure de compter sur un approvisionnement régulier, se voient contraints d'augmenter les prix ou de réduire leur offre. Cela a conduit à une inflation galopante, affectant le pouvoir d'achat des citoyens, en particulier dans les zones rurales. La classe moyenne, déjà fragile, ressent de plus en plus le poids de la situation. Les tensions sociales commencent à se manifester et des protestations éclatent sporadiquement dans certaines régions du pays. Du côté du gouvernement, la pression est immense. L'incapacité à prendre des décisions autonomes a entraîné un manque de confiance parmi les citoyens. Les politiciens, jadis perçus comme les garants de la souveraineté nationale, sont désormais vus comme des acteurs d'un jeu où les règles sont dictées de l'extérieur. Le système économique,
qui semblait solide il y a quelques mois, se fragmente lentement sous l'effet de ces dépendances. L'influence étrangère, bien qu'indirecte, est de plus en plus perçue comme un obstacle au développement du pays. Les relations internationales, autrefois stables, sont également affectées. Les partenaires commerciaux et les investisseurs étrangers commencent à reconsidérer leur engagement envers le Burkina Faso. Les décisions retardées, les ajustements continus, tout cela crée un climat de méfiance. Les investisseurs hésitent à financer des projets d'infrastructure à long terme, craignant que le pays ne parvienne pas à maintenir une stabilité politique et économique. Le Burkina Faso se trouve à un moment clé et les trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois sont multiples. Le premier scénario envisage un statu quo où la pression extérieure persiste mais reste contenue. Le pays continue à s'adapter lentement, en ajustant ses politiques internes pour répondre aux défis logistiques et économiques. Les ruptures d'approvisionnement et l'inflation continueront à affecter les petits commerçants et les populations rurales, mais les grandes entreprises s'adapteront en diversifiant leurs canaux d'approvisionnement et en modifiant leur modèle économique. Ce scénario envisage une forme de résilience, mais au prix d'une stagnation dans le développement économique sans véritable avancée vers l'indépendance. Dans un scénario plus optimiste, des alliances techniques commencent à émerger au sein de la région. Certains pays voisins amorcent des discussions hors cadre classique, inspirées par l'approche du Burkina Faso. Des partenariats sud-sud se renforcent et le pays réussit à stabiliser plusieurs flux logistiques indépendants. L'administration burkinabé, renforcée par une mobilisation locale croissante, parvient à faire face aux défis économiques et sociaux. L'un des grands résultats de ce scénario serait la réduction progressive de la dépendance extérieure et la mise en place de structures autonomes qui renforcent la résilience du pays. Cependant, cela nécessiterait de lourds investissements dans les infrastructures locales et dans le renforcement des capacités administratives. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage une crise accélérée où la pression extérieure dépasse la capacité du Burkina Faso à maintenir son indépendance. Les tensions diplomatiques augmentent et le pays se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les ruptures commerciales deviennent plus fréquentes, les tensions sociales s'intensifient et le pays subit une série de crises économiques liées à des choix de fermeté mal reçus à l'échelle internationale. La population commence à se diviser et les élites internes se retrouvent déchirées entre les partisans d'une indépendance à tout prix et ceux qui prônent un réalignement avec les puissances extérieures pour garantir la stabilité à court terme. Ce scénario entraînerait une fracture profonde du pays et une perte partielle de son autonomie politique et économique. Le Burkina Faso, dans cette période de transition, n'est pas seulement un sujet pour les analystes politiques ou les diplomates internationaux. Il devient une illustration vivante de ce qui peut se passer lorsqu'un pays choisit de prendre le contrôle de son destin. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, les populations ressentent déjà les effets de cette lutte pour l'indépendance, même si ces effets restent discrets. Les ruptures de culture de stock, la hausse des prix et l'incertitude ambiante deviennent des marqueurs d'un changement qui s'opère, lentement, mais sûrement. Ce changement n'est pas encore accepté par tous, mais dans ces quartiers, une forme de lucidité commence à émerger. Les gens ne posent plus la question « quand le calme reviendra-t-il ?» mais à quel prix ? Dans les classes moyennes, l'incertitude grandit. La fatigue logistique, les tensions sociales et la perception de l'échec gouvernemental commencent à s'installer. Cependant, contrairement à d'autres crises, cette incertitude ne provoque pas encore un rejet massif des autorités. Au contraire, elle suscite une forme de réflexion sur ce que pourrait être un Burkina Faso indépendant. Certains fonctionnaires, qui ont longtemps accepté la dépendance par confort, commencent à se demander s'il ne serait pas plus sage d'affronter la difficulté d'un avenir incertain pour obtenir un contrôle plus total sur le pays. Au sein de l'élite intellectuelle, une nouvelle dynamique se crée. Des débats publics commencent à émerger sur la nécessité de redéfinir la place du Burkina Faso dans le monde. Les intellectuels, les journalistes et les activistes prennent la parole, non seulement pour critiquer les politiques internes, mais aussi pour proposer des alternatives. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette prise de conscience
pourra se traduire en un mouvement collectif, capable de faire face aux puissances extérieures tout en préservant l'intégrité du pays. Le Burkina Faso, de plus en plus, devient un exemple de résilience et de redéfinition de l'autonomie dans un monde complexe. Le chemin vers une véritable indépendance pour le Burkina Faso ne sera ni rapide ni facile, mais il existe des étapes claires pour y parvenir. La première étape consiste à évaluer de manière exhaustive les dépendances critiques du pays. Un groupe interministériel est chargé de cartographier ces points de vulnérabilité, qu'ils soient logistiques, juridiques ou financiers. Cette carte de la dépendance servira de base pour élaborer une stratégie d'autonomie à long terme. L'objectif est de déterminer les secteurs clés où des redondances doivent être créées pour minimiser les risques liés à la concentration excessive de ressources ou d'acteurs. La deuxième étape sera de diversifier les canaux d'approvisionnement et les routes logistiques. Des ports alternatifs seront identifiés, des corridors terrestres réévalués et des partenariats sud-sud seront renforcés pour garantir un approvisionnement sécurisé en carburant et autres ressources essentielles. Cela réduira la vulnérabilité du pays aux chocs externes et aux interruptions de chaînes d'approvisionnement. Enfin, la troisième étape consistera à intégrer la doctrine de l'indépendance dans l'opérationnel, en formant les cadres techniques à la gestion de l'autonomie. Des modules de formation seront mis en place pour enseigner aux responsables administratifs et aux entrepreneurs locaux comment maintenir la résilience économique face à une pression extérieure croissante. Un indice interne d'autonomie décisionnelle sera développé pour mesurer l'efficacité des politiques mises en place. L'objectif est que, à terme, le Burkina Faso puisse prendre des décisions stratégiques sans avoir à chercher l'approbation extérieure. Ibrahim Traoré, après tout ce chemin parcouru, n'a jamais oublié ce moment clé où il a posé la question fatidique. Qui décide si ce n'est nous ? Ce soir-là, un simple geste, repousser doucement un dossier, a marqué un tournant. Ce n'était pas un acte de défiance, ni même d'orgueil, mais un acte de résilience silencieuse. La décision de ne pas signer ce document, ce geste presque anodin, symbolisait tout ce qui avait été cédé par le passé, sans réflexion, sans consentement véritable. Mais ce soir-là, Ibrahim Traoré a refusé de se laisser emporter par le confort des habitudes extérieures. Ce geste symbolique était un rappel à l'ordre pour lui-même, et pour tout un pays, que le vrai pouvoir réside dans le refus de se soumettre aveuglément. Ce fut un moment de réaffirmation pour le Burkina Faso, un pays qui, par ce petit geste, se reconnectait à ses racines et à son autonomie. En repoussant ce dossier, Ibrahim Traoré a envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne sera plus un acteur passif dans sa propre histoire. C'était un retour à la question fondamentale. Qui décide ? Et pour la première fois depuis longtemps, la réponse était claire et incontestable. Nous. Le chemin de l'indépendance est semé d'embûches, mais il est aussi pavé d'opportunités. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations, se trouve à un carrefour historique. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement celle du futur immédiat, mais de la manière dont chaque individu, chaque communauté peut participer à cette transformation. Ibrahim Traoré n'a pas choisi cette voie de manière isolée. Il a appelé à une réflexion collective, à une discussion ouverte sur ce que signifie vraiment être un pays indépendant dans le monde moderne. Ce n'est pas une simple question de refus des influences extérieures, mais un appel à la redéfinition des priorités nationales, à une souveraineté partagée et assumée. Nous devons nous interroger. Comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, contribuer à ce projet ? Si le Burkina Faso peut se libérer de ses dépendances invisibles, peut-être que nous, en tant qu'individus, pouvons aussi trouver des moyens de renforcer notre autonomie dans nos vies quotidiennes. Il est temps de repenser ce que signifie être libre. Le changement commence ici, avec nous, et chaque petite action compte.